quelques diapositives pour vous présenter ce que nous faisons dans un domaine assez original, qui est celui des archées, qui constitue un des 4 domaines actuellement reconnus dans le monde vivant, à côté des eucaryotes, à côté des bactéries et à côté des virus géants à ADN. Et ces archées se présentent, lorsqu'on les regarde au microscope, en pratique comme des bactéries. Elles ont cependant quelques caractères qui permettent éventuellement de les distinguer. Jusqu'à présent, la structure du chromosome, la géométrie du chromosome est très monomorphe, c'est-à-dire jusqu'à présent, les archées contiennent, pour celles qui ont été décrites, un chromosome circulaire. Elles ont rarement des plasmides. Ensuite, les différences viennent de la structure de la paroi de ces micro-organismes unicellulaires, qui est une paroi qui ne contient pas du peptidoglycane, qui par contre contient des liaisons éthères, ce qui les distingue un petit peu des bactéries dont la paroi contient des liaisons esters. Vous voyez, il y a des petites différences de structure de la paroi. Et puis, dans le fond, les caractéristiques ensuite sont les caractéristiques de structure de l'ARN polymérase, qui est de type 2. Et puis, bon, on a signalé magnétosome, qui est une curiosité chez certaines bactéries qui, pour l'instant, n'a pas été décrite dans les archées. Donc, lorsqu'on regarde les caractéristiques des archées, il y a un certain nombre de caractéristiques qui les rapprochent d'ailleurs de propriétés que l'on trouve également chez les eucaryotes. Bon, donc au microscope, ça ressemble à une bactérie. Si on va un petit peu plus loin que le microscope, on peut trouver des caractères différents. Et ces archées ont été mal nommés parce que les premiers travaux sur ces micro-organismes ont porté sur des micro-organismes retrouvés dans des environnements qui sont extrêmes du point de vue de l'homme. Et donc on a en particulier dans les archées des micro-organismes hyperthermophiles, mais vous avez vu que ça existe également dans les bactéries, ce n'est pas une caractéristique spécifique des archées. Et comme ces conditions extrêmes pour l'homme rappelaient ce que l'on pensait être les conditions initiales sur la Terre au moment de l'apparition de la vie, tout ça étant très hypothétique, on a baptisé ces micro-organismes archées, mais on va voir juste après que ce nom est bien malvenu. Elles n'ont évidemment rien d'archaïque, et il n'y a rien de bien particulier qui rappelle les conditions sur la Terre il y a peut-être 5 milliards d'années. Alors dans la bibliographie, vous voyez que ce sont des micro-organismes qui restent actuellement travaillés par les microbiologistes de l'environnement. On avait fait un point à la fin de l'an dernier. Lorsque l'on tape dans PubMed archée, on trouve, vous voyez, un petit peu plus de 1100 références, et vous avez la répartition de ces références sur le petit camembert. L'écrasante majorité des travaux concernent de la microbiologie environnementale. Très peu de travaux concernent la microbiologie clinique des archées. Et dans ce peu de travaux, eh bien, dans le fond, les quelques travaux que l'on a réalisés dans le laboratoire, bien que peu nombreux, représentent à eux seuls déjà quasiment la moitié de ce qui a été réalisé en microbiologie clinique des archées. C'est-à-dire s'il s'agit d'un champ émergent, donc si ça intéresse les plus jeunes, il y a manifestement du travail. Lorsqu'il y a, je dirais, 4 ans, nous avons commencé à travailler dans ce domaine, il y avait connu associés au microbiote chez l'homme, 3 micro-organismes cultivés, un qui s'appelle Methanobrevibacter smithii, qui avait été cultivé à partir de selles publiées en 1982, un deuxième qui s'appelle Methanosphaera stannaniae, qui a été publié en 1985, isolé également à partir de selles chez l'homme, et le troisième qui avait été isolé chez l'homme s'appelle Methanobrevibacter oralis. Comme son nom le laisse à juste titre suspecter, c'est un micro-organisme qui avait été isolé à partir de la cavité buccale, plus précisément à partir de plaques dentaires en 1994. Donc voilà à peu près l'état de la connaissance il y a 4 ans. Pour cette connaissance était basée d'une part sur un test qui est quand même non spécifique, qui est un test de mesure de la concentration de méthane dans l'air expiré par les individus, et donc on peut avoir une idée, si vous voulez, du méthane excrété de cette façon, et je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, mais une partie de ces micro-organismes sont des micro-organismes méthanogènes, c'est-à-dire des micro-organismes qui sont capables de transformer l'hydrogène en méthane CH4. Bien entendu, la PCR et le séquençage permettent d'avoir une connaissance de ces micro-organismes, la métagénomique permet d'avoir une connaissance différente, et puis nous avons beaucoup travaillé sur l'isolement et la culture de ces microbes.
Alors quelques pièges qui ne sont pas spécifiques au travail sur les archées, des pièges sur les techniques de PCR séquençage, l'extraction d'ADN, ça nous l'avons travaillé, des pièges en métagénomique sur le choix des amorces que vous utilisez si vous réalisez de la métagénomique après amplification, qui peuvent biaiser en réalité l'image que vous avez des flores. Nous avons travaillé plus particulièrement sur les méthodes d'extraction de ces micro-organismes. On a vu que certains d'entre eux avaient une paroi assez rigide, assez solide, et donc on a pensé que les méthodes standards d'extraction pouvaient ne pas casser complètement la paroi de ces micro-organismes et peut-être donc mal exposer l'ADN aux techniques de PCR. Donc je passe rapidement, mais pour dire qu'on a mis en place une technique qui est plus performante que ce qui était disponible auparavant dans la littérature et qui repose sur le fait de casser mécaniquement puis chimiquement la paroi des archées afin de libérer au mieux l'ADN pour les manifs de biologie moléculaire par PCR après. Alors en utilisant ce type d'approche, on a pu montrer que une des trois archées que j'ai citées tout à l'heure, qui s'appelle donc Methanobreviobacter smithii, est présente, vous voyez, dans la grande majorité des selles d'individus. On l'a trouvé chez entre 95 et 97% des individus que nous avons testés. Donc c'est un micro-organisme qui est quasiment constant apparemment dans le microbiote digestif des individus. Et une deuxième microbe que j'ai cité, Stadmanier, est présent, lui, à peu près dans un tiers des individus. Ces résultats sont beaucoup plus importants que ce qui était publié auparavant dans la littérature. Ce qui était publié dans la littérature était que le premier, Smithii, était présent entre 15 et 20-25% des personnes. Donc vous voyez que la modification de la technique d'extraction permet d'avoir une image différente, probablement plus proche de la réalité, sur la détection de ces archées par biologie moléculaire. En utilisant les mêmes techniques, on a continué à travailler, et en travaillant sur un plus grand nombre de selles, eh bien, on a fini par détecter une séquence originale qui est en rouge là-haut, qu'on a joliment appelée phylotype Marseille dans un premier temps, et qui nous indiquait que dans les selles en question, il y avait probablement une archée différente des trois archées qui avaient été décrites, isolées jusqu'à présent dans la littérature. On a montré en plus que ce phylotype Marseille, dont je vais vous dire après qu'on l'a isolé, qu'on l'a baptisé, eh bien, a une prévalence qui augmente avec l'âge des personnes, c'est-à-dire que sa prévalence est un petit peu plus importante chez les personnes âgées de plus de 60 ans que chez les personnes plus jeunes, avec une prévalence qui reste faible quand même, puisqu'elle varie entre 1 et 4% des individus. Et donc, on a travaillé les selles dans lesquelles nous avions détecté cette séquence originale phylotype Marseille, on les a travaillées dans le sens de l'isolement et la culture de ce phylotype Marseille en question. Donc ce que l'on a fait, on est parti, vous voyez, de 3 échantillons en tout et pour tout, et on est parti d'échantillons dans lesquels on a optimisé, entre guillemets, la quantité de phylotype Marseille que l'on voulait isoler par rapport à la quantité de Smithii, dont je vous ai dit que c'était un microbe quasiment constant dans la flore digestive des personnes. Donc on a sélectionné 3 selles ainsi, et puis on est parti en utilisant des milieux divers et variés, le milieu S1, S2, S3, S4, ainsi de suite. On a donc utilisé différentes conditions de culture pour se donner le maximum de chances de finir par isoler l'archée dont la séquence est appelée la phylotype. Alors pour ces archées méthanogènes, toutes les archées ne sont pas méthanogènes, loin s'en faut, mais certaines d'entre elles le sont, et inversement, les microbes méthanogènes connus actuellement sont toutes des archées. Donc pour ces archées méthanogènes, il y a une façon de suivre la culture, c'est de suivre la production de méthane dans le milieu de culture. Ça se suit par chromatographie en phase gazeuse, et l'on voit sur ce schéma une culture qui est positive, et vous voyez le premier grand pic d'hydrogène, ça c'est au tout début de la culture, on met l'échantillon sous une atmosphère qui contient 80% d'hydrogène et 20% de CO2, donc ça c'est à gauche de la diapositive l'image de l'atmosphère au début, au J0 si vous voulez, et puis vous voyez au fur et à mesure du temps le pic d'hydrogène qui disparaît, qui correspond à la consommation d'hydrogène par l'archée méthanogène qui est en train de cultiver, et puis par contre l'apparition d'un pic de méthane. Donc c'est une façon de suivre la culture. Une autre façon, c'est de regarder au microscope, en particulier en fluorescence, parce que ce sont des microbes qui sont autofluorescents. La troisième façon, ensuite, c'est de confirmer qu'on a bien une archée par les méthodes de PCR et de séquençage. Et donc, ce faisant, on a fini par trouver
une condition particulière qui nous a permis, sur deux des 3 sels que l'on a testés, d'obtenir un pic de méthane et donc de penser que l'on avait enfin une archée méthanogène. Donc pour faire rapidement, c'est un travail qui a demandé 18 mois avant d'isoler en culture pure le microbe en question, que l'on a appelé ensuite Methanoluminensis. Donc vous voyez qu'il s'agissait encore quand même d'un micro-organisme fastidieux. On attaque quand même là des champs de micro-organismes fastidieux. C'est pas évident de maintenir une culture pendant 18 mois pour finir par sortir un microbe à la fin. Donc c'est un travail de thèse, c'était un peu risqué, parce qu'y compris pour une thèse, 18 mois, ça fait quand même 50% du temps de la thèse. Bref, donc c'est un micro-organisme qui s'appelle encore pour l'instant la souche B10 souche type, qui a des caractères phénotypiques et des caractères génétiques de base qui sont différents des 3 autres micro-organismes que je vous ai présentés tout à l'heure. Et donc ce microbe que l'on a appelé Methanobacillicoccus luminensis, Bacillicoccus parce que ça a été fait à Marseille, luminensis, c'est un travail que l'on a fait en collaboration avec un laboratoire de microbiologie environnementale qui travaille avec Mimi sur les archées environnementales. Et bien ce microbe est un double champion du monde puisque c'est la plus grande archée en taille, vous la voyez figurer là en microscopie électronique isolée chez l'homme. Et c'est également le plus grand génome d'archées humains, un génome qui fait 2,6 mégabases, donc un double record du monde pour ce microbe. Et puis ça faisait du coup une quatrième archée isolée chez l'homme. Vous voyez que c'est un monde qui est encore extrêmement petit, mais en un travail assez long, on est passé de 3 microbes à 4 microbes. Voilà la progression dans le temps. On a continué à travailler sur les milieux de culture, on a en particulier travaillé sur le tungstène parce que c'est un cofacteur de différents enzymes qui sont utilisés par les archées pour leur métabolisme. Et là aussi, pour faire assez rapide, eh bien, on a mis au point un nouveau milieu de culture qui nous permet maintenant, d'une part, de soutenir la croissance de toutes les archées méthanogènes connues jusqu'à présent. Donc on a un seul milieu pour toutes les archées, alors qu'auparavant, chaque archée ne cultivait que sur son milieu spécifique. Et par ailleurs, ce milieu, donc, qui est polyvalent, dans la plupart des cas, supporte mieux la croissance de l'archée que le milieu de référence. C'est un milieu dont on a protégé la composition et bien entendu, on a utilisé ce milieu un peu magique pour continuer à travailler dans le sens de l'isolement et la culture. Et en travaillant ainsi, eh bien, on a pu mettre en évidence par isolement et culture, nous avons les souches, 2 autres archées qui sont en bas de la diapositive, qui étaient connues auparavant. Cette fois-ci, ce ne sont pas des nouvelles espèces, mais par contre, c'est la première fois que l'on isole ces 2 archées chez l'homme. La première, Methanobrevibacter arborifilicus, comme son nom le laisse supposer, est une archée qui a été décrite en association à des arbres, et ça donne une maladie qui s'appelle la pourriture du tronc chez certains arbres, en particulier les saules pleureurs, par exemple. Et puis la deuxième, Methanobrevibacter miliaire, est une archée méthanogène qui n'avait été décrite que chez le mouton, jusqu'à présent également dans les selles de mouton. Donc ces 2 archées nouvellement décrites dans les selles, et donc au total, si je fais le bilan, si vous voulez, de ces travaux qui s'étendent maintenant sur 4 ans, bien, vous voyez qu'on a isolé pour la première fois une nouvelle espèce, luminensis. On a isolé ensuite pour la première fois dans les selles Oralis, qui jusqu'à présent n'avait été rapporté que dans la cavité buccale. Et puis on a isolé pour la première fois dans les selles Arboriculus, qui étaient associées aux arbres. Et on a isolé pour la première fois Miliaire, qui était associé aux moutons. Enfin, très rapidement, disposant de souches, on peut évidemment tester leur sensibilité à tout un tas de composés, en particulier aux antibiotiques et aux antimicrobiens au sens large. Et lorsque l'on fait cela, eh bien, on se rend compte, pour aller très rapidement, que les molécules actives contre les archées sont des molécules qui ont comme propriété d'être également actives en même temps sur les bactéries et sur les eucaryotes. En clair, ce qui fonctionne bien, ce sont les azolés. Donc un médicament comme le Flagyl, pour parler clair, est un médicament dont vous savez qu'il peut être utilisé comme antiparasitaire, donc contre des micro-organismes eucaryotes. Il peut être utilisé, vous le savez, contre des bactéries anaérobies, donc antibactériens. Et bien il est également actif sur les archées. Donc vous voyez, actuellement le panel se compose comme ça. Et puis pour terminer, on a utilisé bien entendu les compétences autour de nous dans le laboratoire. On a testé également la squalamine et certains de ses dérivés qui sont fabriqués par Jean-Michel Brunel à la faculté de pharmacie autour de nous. On les a testés, il se trouve que ces molécules
aussi bien la scolamine, qui est une molécule naturelle, que certains dérivés semi-synthétiques fabriqués par Jean-Michel Brunel, sont très actifs sur les archées. Vous voyez l'effet, là, un effet ça rend la paroi des archées poreuse, en quelque sorte. Ça détruit, ça déstabilise la paroi des archées assez rapidement, en 5 minutes. Et donc une utilisation possible de ces molécules, qui sont par ailleurs toxiques, ça peut être par exemple la décontamination de l'instrumentation médico-chirurgicale. En particulier, il a été rapporté, je terminerai par une équipe allemande, que les purges que l'on utilise avant de réaliser une colonoscopie chez un patient contiennent d'autres archées, d'ailleurs, qui sont des archées halophiles, que je ne vous ai pas présentées, et que l'on va retrouver ces archées halophiles dans le tube digestif et sur les colonoscopes. Donc, clairement, bien entendu, les colonoscopes pouvant être contaminés par la flore digestive résiduelle du patient peuvent être contaminés, y compris par des archées, et il est donc intéressant de disposer de molécules pour décontaminer l'instrumentation. Voilà.